Et si, pour une fois, l'Afrique n'était plus la proie, mais le piège? Imaginez un instant. Au lieu d'être la scène d'un nouvel épisode d'infiltration étrangère, le continent africain devient le théâtre d'une revanche inattendue. La CIA, réputée la plus redoutable agence d'espionnage de la planète, persuadée de tenir entre ses mains le destin d'un petit État africain, le Burkina Faso, se retrouve piégée par la ruse et la préparation d'un chef d'État qu'elle avait sous-estimé. Pour bien saisir la portée de cet événement, il faut plonger dans l'univers feutré des relations internationales, là où chaque geste, chaque sourire, chaque échange diplomatique dissimule une intention, un plan ou une manipulation. Depuis leur bureau luxueux à Washington, les analystes de la CIA se félicitaient déjà. Ils pensaient que, comme tant d'autres fois, l'affaire serait pliée, et qu'avec leur supériorité technologique, leur expérience accumulée des coups d'État et leur réseau tentaculaire, rien ne pourrait entraver leur avancée. Pourtant, dans l'ombre, un président africain préparait patiemment sa riposte. Il n'était ni naïf, ni isolé, ni résigné. Bien au contraire, il avait appris des échecs de ses prédécesseurs, il avait étudié les méthodes américaines, il connaissait leurs ruses et leurs points faibles. Il savait que les espions occidentaux misent toujours sur la surprise, sur la division et sur la croyance qu'un dirigeant africain ne pourrait jamais rivaliser avec leurs stratagèmes. Au cœur du palais présidentiel de Ouagadougou, le chef d'État burkinabé avait tout anticipé. Il connaissait l'identité des agents infiltrés, avait intercepté les messages chiffrés traversant l'Atlantique, savait où et quand se tenèrent les rendez-vous secrets. Pourtant, il n'a rien fait, du moins pas tout de suite. Il a laissé la CIA s'enfoncer dans sa propre illusion, convaincu de tenir les rênes de la situation. Cette patience calculée allait bientôt bouleverser le cours de l'histoire. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique est la cible de manœuvres d'ingérence. Depuis plus de 70 années, l'ombre des grandes puissances occidentales plane sur les crises, les coups d'État et les déstabilisations du continent. À chaque épisode, des ONG à l'apparence bienveillante, des diplomates souriants, des consultants experts en tout, mais surtout en manipulation, tissent une toile d'influence difficile à déceler pour le commun des mortels. La méthode occidentale est rodée. Infiltrer par la corruption, installer le chantage, appuyer sur les failles internes, manipuler l'information. De Dakar à Nairobi, de Bamako à Kinshasa, le scénario se répète. Les noms des victimes sont connus. Patrice Lumumba, assassiné pour avoir rêvé d'un Congo libre. Thomas Sankara, éliminé pour avoir osé défier le néocolonialisme. Muammar Kadhafi, anéanti pour avoir imaginé une Afrique unie et indépendante. Chaque fois, les mêmes étapes, isolés, déstabilisés, éliminés. Mais les outils changent. Fini le temps des agents en imperméable et des valises diplomatiques pleines de liasses. Aujourd'hui, la cyberguerre, la désinformation, l'ingénierie sociale sont devenues les nouvelles armes. Les ONG servent de couverture, les projets humanitaires abritent la surveillance, les réseaux sociaux deviennent des champs de bataille invisibles. Pourtant, le but ultime reste le même. Priver l'Afrique du droit de choisir son destin, s'approprier ses ressources, briser toute velléité de souveraineté. Ignorer ce contexte, c'est condamner le continent à la répétition d'un cauchemar sans fin. Des leaders sacrifiés, des économies étranglées, des populations livrées au chaos, tandis que l'Occident, sous le masque du partenariat, pille les richesses africaines. Alors, que faire face à une telle machine? Comment inverser la tendance? Qu'arrive-t-il si, pour une fois, le piège se referme sur ceux qui l'ont tendu? C'est au Burkina Faso qu'une réponse inédite a émergé. Un chef d'État, loin d'être naïf, a choisi la préparation et l'anticipation comme arme principale contre l'ingérence. Là où l'on attendait la panique, la purge ou la division, il a opté pour la patience et la stratégie. Au lieu de traquer et de neutraliser immédiatement les agents infiltrés, les services de contre-espionnage burkinabés se sont livrés à une observation méticuleuse. Chaque rencontre, chaque appel, chaque message chiffré, chaque rendez-vous secret était surveillé, analysé, documenté. Les indices s'accumulaient, les routines des agents étaient décryptées et leurs faiblesses mises à nu. Plutôt que de supprimer la menace, les autorités ont choisi de la retourner à leur avantage.
Les espions américains recevaient exactement ce qu'ils étaient venus chercher. Des rapports exagérant l'incompétence, des scénarios de chaos, des vulnérabilités grossies à dessein pour flatter leurs préjugés. L'arrogance des analystes de l'anglais était nourrie par une désinformation savamment orchestrée. Cette méthode rappelle celle employée par les services secrets soviétiques durant la guerre froide, quand ils laissaient parfois de fausses informations à la portée de la CIA pour orienter ses décisions. De la même façon, au Burkina Faso, la désinformation devint une arme de précision. Les agents ennemis, convaincus de leur supériorité, étaient en réalité guidés à leur insu. Mais la stratégie ne s'arrêtait pas là. Grâce à ces fausses pistes, les groupes terroristes, eux aussi instrumentalisés par des puissances étrangères, furent redirigés vers des zones sous contrôle de l'armée burkinabé. Sur le terrain, les attaques échouaient, les cellules étaient démantelées, et l'ennemi, persuadé de frapper au bon endroit, se jetait dans des pièges tendus avec une précision chirurgicale. Semaine après semaine, chaque infiltration, chaque complice, chaque circuit financier était cartographié. Derrière chaque ONG suspecte, chaque diplomate ambigu, chaque officier corrompu, des preuves s'accumulaient, communications cryptées, transferts d'argent, réseaux de messagerie. Tout était documenté, décrypté, prêt à être révélé. C'est alors qu'un jour, la riposte bascula dans la lumière. Les preuves furent rendues publiques, documents, graphiques, conversations interceptées, vidéos, enregistrements. Le choc fut immédiat, à Ouagadougou comme à Paris, Washington, Londres et Bruxelles. Face à cette transparence brutale, la France dut retirer ses troupes, les coups d'État orchestrés de l'étranger échouèrent, et pour la première fois depuis des années, la lutte contre le terrorisme progressa à grands pas. L'ingérence venait de perdre sa toute-puissance. L'histoire, pourtant, regorge d'exemples où la vigilance a fait défaut, où l'ennemi a frappé faute de préparation. En 1953, en Iran, le Premier ministre Mohammad Mossadegh fut victime d'un coup d'État orchestré par la CIA et le MI6 britannique. Son crime ? Avoir nationalisé le pétrole iranien. La préparation faisait défaut. Mossadegh n'avait pas anticipé l'ampleur de l'intervention étrangère. Résultat, une dictature imposée, des décennies de répression et de souffrance pour le peuple iranien. De même, au Chili, en 1973, Salvador Allende fut renversé par un coup d'État sanglant, appuyé par la CIA, après avoir tenté de donner au peuple chilien le contrôle de ses ressources. Là encore, la préparation et la vigilance stratégique faisèrent défaut. Ces exemples rappellent que la survie d'une nation exige bien plus que du courage. Elle impose une anticipation constante, une lecture fine des intentions étrangères, et la capacité de transformer la menace en opportunité. Pourtant, la victoire reste fragile. À chaque instant, la moindre erreur aurait pu tout anéantir. Chute du gouvernement, assassinat du chef de l'État, annexion du pays. Chaque choix fut pesé avec une prudence extrême. La souveraineté ne se conquiert pas au hasard. Elle se gagne par la préparation, la patience et l'intelligence collective. Le retournement burkinabé n'était pas qu'un exploit tactique. Il marque le réveil d'une Afrique décidée à reprendre son destin en main. Les méthodes évoluent, mais la détermination reste intacte. Le continent, fort de ses leçons, peut désormais écrire une nouvelle page de son histoire. Pour mesurer l'ampleur de ce bouleversement, il suffit d'observer les réactions internationales. À Lagos, Nairobi, Addis Abeba, Pretoria, les regards se tournent vers le Burkina Faso. Si un pays, aux ressources modestes et à l'histoire tourmentée, a pu briser l'engrenage de la subordination, pourquoi pas le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie ou l'Afrique du Sud? L'exemple d'une résistance victorieuse, capable de retourner l'arrogance occidentale contre ses auteurs, devient une étincelle qui court sur tout le continent. C'est précisément ce que craignent Washington, Paris, Londres et Bruxelles. L'idée d'un modèle africain d'autodéfense, de transparence et de résistance, capable de renverser des décennies, voire des siècles, de domination, les inquiète. Car l'enjeu a changé. Il ne s'agit plus seulement du sort d'un seul pays, mais de la possibilité pour tout un continent de s'affranchir du pillage, de la domination des ressources et de la marginalisation politique. L'Afrique peut reprendre la main sur son futur. Pour illustrer ce basculement,
Prenons l'exemple du Ghana, qui sous la direction de Kwame Nkrumah, tenta dans les années 60 de bâtir une véritable indépendance économique et politique. La création d'une monnaie africaine, la politique de non-alignement, la volonté de fédérer les États africains étaient autant de menaces pour les intérêts occidentaux. Nkrumah fut renversé en 1966, victime d'une coalition d'intérêts étrangers et de complicités internes. L'histoire aurait pu être différente si la préparation, la contre-espionnage et la solidarité régionale avaient été au rendez-vous. Le cas burkinabé offre aujourd'hui une nouvelle voie, celle de la lucidité et de la stratégie. Mais rien n'est toutefois garanti. Ce chemin exige une préparation méticuleuse, veille stratégique, collecte patiente d'informations, remise en question constante, formation de contre-pouvoirs internes. C'est grâce à ces réflexes que le Burkina Faso a déjoué la CIA là où tant d'autres ont échoué avant lui. Négliger cette leçon, c'est condamner l'Afrique à l'otage des jeux d'influence, à voir ses élites manipulées, à laisser des intérêts étrangers écrire son histoire. Mais s'en inspirer, c'est ouvrir la voie à une indépendance politique concrète, à la sécurisation des ressources, à une prospérité portée par et pour les Africains. Face à cette réussite, la réaction occidentale ne s'est pas fait attendre. Un contre-feu d'une intensité inédite s'est allumé. Campagne de désinformation dans les médias internationaux, pression diplomatique, sanctions économiques, tentatives de déstabilisation politique. Le message est clair. L'Occident ne renoncera pas facilement à ses privilèges sur le continent africain. Pour illustrer la brutalité de cette réaction, souvenons-nous du cas de la Libye. Lorsque le colonel Kadhafi a tenté de créer une monnaie africaine indépendante, de renforcer l'Union africaine et de soutenir des projets panafricains, la riposte occidentale fut fulgurante. En 2011, une coalition menée par l'OTAN a frappé la Libye, assassiné Kadhafi et plongé la région dans le chaos. Cette tragédie démontre que la préparation ne doit jamais être relâchée, car la moindre faille peut être exploitée sans pitié. La préparation n'est jamais un luxe, mais le fondement de la survie. Dans l'arène invisible où l'ombre dicte les lois, l'ignorance se paie au prix du sang. Seule la lucidité protège les peuples et préserve les nations. Première règle, connaître l'ennemi jusque dans ses détails les plus intimes. Dirigeants et citoyens doivent saisir les mécanismes de manipulation, d'infiltration, d'espionnage. Cela commence par l'étude minutieuse des opérations passées, qui étaient les cibles, quels moyens ont été utilisés, quels réseaux activés. Ne jamais se reposer sur des certitudes dépassées. Le monde change à une vitesse vertigineuse, et les méthodes d'hier sont déjà des failles pour aujourd'hui. Se croire à l'abri, c'est tendre la main à ceux qui avancent masqués. Il faut apprendre des échecs de Lumumba, de Nkrumah, de Sankara, de Kadhafi. Leur courage n'a pas suffi. Ils ont payé le prix ultime pour avoir sous-estimé la férocité et la ruse de l'ingérence occidentale. Ces tragédies sont des livres ouverts. Lisez, analysez, transformez chaque erreur en leçon vivante. Désormais, un contre-espionnage robuste et discret devient indispensable. Cela exige de bâtir des équipes capables de détecter, surveiller, neutraliser toute tentative d'intrusion. La veille technologique n'est plus un choix. Il faut maîtriser la surveillance, crypter les échanges, imposer des protocoles stricts de protection des données à chaque niveau du pouvoir. La force se forge aussi dans la création de réseaux d'alliés à l'intérieur et hors du continent. Il s'agit de relier chercheurs, journalistes, ingénieurs, diplomates, d'échanger savoir et alertes. Se former et former les autres aux outils numériques, à la cybersécurité, à l'analyse des flux d'informations. L'isolement est une faille, la collaboration un bouclier. Pour rendre concret ce principe, prenons l'exemple du Rwanda. Après le génocide de 1994, le pays a bâti un système de renseignement interne robuste, misant sur la formation continue des agents, la coopération régionale et la numérisation des moyens de surveillance. Résultat, le Rwanda est aujourd'hui l'un des pays africains les plus résilients face aux tentatives de déstabilisation extérieure. Cette réussite repose sur une anticipation constante et une préparation collective. La vigilance, l'apprentissage constant. Voilà les seuls remparts véritables. Les menaces se transforment,
les attaques changent de visage. Celui qui s'endort sur ses acquis finit toujours par être dépassé. Mais celui qui apprend, qui doute et questionne, demeure imprenable. Chaque jour de retard renforce l'ennemi, chaque pas en avant inverse la tendance. Il faut prendre l'avantage, tester ses défenses, remettre en question ses protocoles, interroger sans relâche ses propres certitudes. La souveraineté s'arrache par l'audace de défier l'évidence. Ignorer ces leçons, c'est ouvrir la porte à l'échec, à la manipulation, à l'asservissement. Il ne s'agit pas seulement de résister, mais de l'emporter sur le terrain de l'intelligence, du savoir, de la préparation. Ce combat n'est pas réservé à une élite. Il commence aujourd'hui, à chaque échelon du leadership, de la présidence au quartier, de l'institution à la famille. Chacun porte une part de la souveraineté. Mais la préparation seule ne suffit pas. Encore faut-il savoir reconnaître le moment où agir et oser frapper avant d'être frappé. Prenons un exemple concret. La crise ivoirienne de 2010. Le président Laurent Gbagbo, confronté à des pressions internationales et à une tentative de déstabilisation, a sous-estimé l'ampleur de l'ingérence étrangère. Privé d'un système de contre-espionnage efficace, isolé diplomatiquement, il a été renversé. L'histoire aurait pu être différente avec une meilleure anticipation, une solidarité régionale accrue et l'exposition publique des manœuvres étrangères dès les premiers signes d'ingérence. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Préparez-vous et devenez l'exemple qui renverse le cours de l'histoire. Aujourd'hui, le choix ne souffre aucune hésitation. Se préparer ou disparaître. Résister ou laisser son nom s'ajouter à la longue liste des victimes de l'ingérence étrangère. Désormais, il ne s'agit plus uniquement de courage, mais d'intelligence, de lucidité et d'endurance. La victoire du Burkina Faso face à l'infiltration de la CIA n'est pas une anomalie réservée à une élite ou à un contexte isolé. C'est la preuve éclatante qu'un leader africain, informé et méthodique, peut déjouer les pièges les plus sophistiqués. Il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'une stratégie rigoureuse et d'une préparation patiente. Rien de ce que nous avons accompli n'est inaccessible. Nous avons scruté les méthodes de l'adversaire, anticipé chaque manœuvre, décelé ses faiblesses, l'arrogance, la certitude de leur supériorité. Nous avons retourné leur suffisance contre eux, exposé leur réseau à la lumière du jour. Cette réussite n'aurait pas existé sans une volonté inébranlable de se préparer, de s'entourer des bons alliés et de refuser la fatalité. Regardez autour de vous. Chaque nation africaine qui a négligé la préparation vit aujourd'hui sous le joug de la crise, de la pauvreté orchestrée ou de la prédation de ses ressources. Les noms des héros tombés trop tôt hantent notre mémoire, car la préparation faisait défaut, ou parce qu'on a laissé l'ennemi écrire l'histoire à notre place. Pourtant, le futur reste à écrire. Ce n'est plus le temps des plaintes contre l'arrogance occidentale ou la brutalité des intérêts étrangers. La responsabilité du destin africain repose désormais entre nos mains, entre les mains de chaque leader conscient du jeu qui se joue. À ceux qui attendent l'instant parfait, ou qui redoutent le risque, comprenez que l'inaction équivaut déjà à une capitulation. Les systèmes d'ingérence évoluent, innovent, frappent là où la vigilance s'émousse. Se préparer, c'est refuser d'être pris au dépourvu. C'est refuser d'être la prochaine victime d'un plan déjà rodé ailleurs, de Tripoli à Kinshasa. La préparation n'est pas de la défiance, c'est un acte d'amour envers son peuple. C'est l'unique voie vers la souveraineté réelle et la dignité retrouvée. Chaque leader africain porte aujourd'hui ce fardeau, mais aussi cette opportunité, celle de démontrer qu'une autre trajectoire est possible. Levez-vous, organisez-vous, formez vos équipes, investissez dans la formation, renforcez la contre-intelligence, exposez les réseaux d'influence, surtout partagez vos connaissances avec vos pairs. Le temps de la solitude des dirigeants africains est révolu. L'heure est à la solidarité stratégique, à la transparence et à l'action collective. Mais comment rendre tout cela concret dans la vie quotidienne des citoyens? L'expérience prouve que la vigilance citoyenne est aussi essentielle que la préparation des élites. Dans chaque quartier, chaque village, chaque entreprise, il est vital d'apprendre à repérer les signes d'une manipulation extérieure. Cela peut passer par la formation,
à la vérification des sources d'informations, l'apprentissage des outils de cybersécurité, la création de réseaux locaux d'alerte. En Éthiopie, par exemple, des initiatives citoyennes ont permis de déjouer plusieurs tentatives de manipulation de l'opinion publique sur les réseaux sociaux, en formant des jeunes à reconnaître et signaler les fausses nouvelles. La souveraineté ne se limite pas à l'État. Elle est l'affaire de tous. Parents, enseignants, entrepreneurs, fonctionnaires, tous ont un rôle à jouer dans la défense de l'indépendance nationale. L'exemple du Burkina Faso doit inspirer une dynamique collective sur tout le continent. Car chaque citoyen informé, chaque leader préparé, chaque institution vigilante est une pierre posée sur le chemin de la souveraineté retrouvée. Enfin, il faut garder à l'esprit que la résistance à l'ingérence ne signifie pas l'isolement. L'Afrique a tout à gagner à renforcer ses alliances avec d'autres régions du monde, à développer des partenariats équilibrés avec l'Asie, l'Amérique latine ou même certains pays européens respectueux de la souveraineté africaine. La diversification des partenaires économiques et diplomatiques est un rempart contre la dépendance et la manipulation. Prenons l'exemple du Botswana, pays qui a su résister à la malédiction des ressources en gérant de façon transparente ses mines de diamants et en signant des accords équilibrés avec ses partenaires étrangers. Le Botswana a investi massivement dans l'éducation, la santé et la formation de ses élites, tout en maintenant une politique de tolérance zéro face à la corruption. Résultat, une stabilité politique rare sur le continent et un niveau de développement envié par de nombreux voisins. De même, l'île Maurice, grâce à sa tradition de dialogue intercommunautaire et à une politique d'ouverture maîtrisée, a su préserver sa souveraineté tout en attirant des investissements étrangers massifs. Ces exemples prouvent que l'intelligence stratégique, la préparation et la solidarité peuvent transformer la destinée d'une nation. Mais la vigilance doit rester de mise, car l'histoire montre que les puissances étrangères n'abandonnent jamais leurs ambitions. Les exemples du Venezuela, de la Syrie ou de l'Ukraine rappellent qu'à chaque tentative de souveraineté, la réaction internationale peut être brutale, multiforme et inattendue. C'est pourquoi chaque victoire, aussi éclatante soit-elle, doit être consolidée par des institutions solides, une société civile engagée, des médias indépendants et une éducation politique de masse. Voici donc les étapes concrètes à suivre pour pérenniser la souveraineté. 1. Investir dans l'éducation à la citoyenneté et à l'esprit critique dès le plus jeune âge. Former des générations capables de repérer la manipulation, de défendre l'intérêt général et de s'engager au service de la nation. 2. Renforcer les institutions de contrôle interne, comme les cours des comptes, les autorités de régulation, les parlements, pour garantir la transparence et la reddition des comptes à tous les niveaux. 3. Développer une industrie numérique africaine forte, capable de produire ses propres outils, ses propres logiciels, ses propres systèmes de cryptage, afin de limiter la dépendance aux technologies étrangères. 4. Promouvoir la coopération régionale en mutualisant les moyens de renseignement, de cybersécurité, de diplomatie, afin de créer un bouclier collectif contre l'ingérence. 5. Encourager l'émergence d'une presse indépendante, capable de mener des enquêtes approfondies, de dénoncer les réseaux d'influence et de relayer la voix des citoyens. Les médias libres sont l'oxygène de la démocratie et de la souveraineté. 6. Instaurer des mécanismes d'alerte rapide et de gestion de crise pour anticiper et neutraliser les tentatives de déstabilisation, qu'elles soient économiques, politiques ou militaires. 7. Valoriser les cultures africaines, les langues locales, les modèles de gouvernance traditionnels, pour renforcer l'identité et la cohésion nationale. L'ingérence prospère là où le lien social est fragile. 8. Assurer la formation continue des élites, des cadres de l'État, des forces de sécurité, pour maintenir un haut niveau de compétence, de patriotisme et d'intégrité. 9. Encourager le retour des talents de la diaspora qui peuvent apporter des compétences, des réseaux et des expériences précieuses pour renforcer la souveraineté. 10. Bâtir une diplomatie offensive capable de défendre les intérêts africains dans toutes les instances internationales et de dénoncer publiquement les ingérences, les manipulations et les violations de la souveraineté. En appliquant ces principes,
l'Afrique peut transformer chaque tentative de déstabilisation en opportunité de renforcement. Le piège se referme alors non seulement sur les espions, mais sur tout système d'exploitation étrangère. La victoire du Burkina Faso n'est pas un accident, mais le fruit d'une stratégie mûrie, d'une anticipation collective et d'une volonté de changer le destin. Elle devient un modèle pour toute l'Afrique, un signal que le temps de la résignation est révolu. N'attendez plus que l'histoire s'écrive sans vous. Levez-vous, organisez-vous, formez-vous. Soyez l'exemple qui inspire votre peuple, qui protège votre nation, qui change le cours de l'histoire. Car désormais, le monde observe. L'Afrique s'éveille. Et chaque citoyen, chaque leader, chaque institution a le pouvoir de faire basculer la balance. La souveraineté n'est pas un privilège, c'est un devoir. C'est à vous qu'il revient d'en écrire les prochains chapitres. Serez-vous le prochain piège ou la prochaine proie ?